On l'attendait depuis longtemps et finalement, le gouvernement, la fumée blanche est sortie. Et, et je pense que il n'y a pas eu, il y a pas eu de miracle. Il n'y a pas eu de miracle. Je vous ai dit ici, la semaine dernière, que quand on va commencer par énumérer les noms au gouvernement, on va commencer par Madame Tomega, après on va commencer par Bawara, après on va commencer par Trimois, on va commencer par Doucet, on va passer par Sina Lorsol, et puis on va aligner les gens. Et puis on va colmater quelques trous avec quelques nouveaux venus. Et c'est le cas. Donc, rien fondamentalement n'a changé. On ne change pas une équipe qui perd. C'est ce que Fort nous a servi avec Tomega comme gouvernement. Maintenant, il y a quelques spécificités dans ce gouvernement qu'il faut décrypter pour comprendre pourquoi il y a des gens qui sont dans ce gouvernement. En réalité, on n'a pas besoin de 35 ministres. S'il faut élaguer ce gouvernement, on peut élaguer 15 postes dans ce gouvernement. Il fait des économies. Surtout que nous sommes dans une période où on nomme même les gouverneurs. Donc ces gens-là aussi seront payés. On a déjà les gouverneurs qui sont payés, les maires qui sont payés, les préfets qui sont payés. Maintenant, on a 35 ministres. Et ce n'est pas fini. Ne soyez pas étonnés que demain, dans les jours à venir, on nomme encore d'autres ministres. Parce que le gouvernement de Fort est souvent élastique. Donc de temps en temps, quand quelqu'un va pleurer à la présidence, on le nomme, on dit, bon, toi aussi, on coupe une partie, on lui donne, on dit, prends aussi ça. Donc, quand vous prenez ce gouvernement, au moins, vous dégagez 15 postes qui sont inutiles. 15 postes qui sont inutiles. Donc, de 35 personnes, on peut regrouper tout en 20 personnes. En 20 postes ministériels. Quand vous voyez quelqu'un comme Yak, le ministre Yak, sincèrement, on aurait pu le laisser aller se reposer. Vous pensez que c'est un ministère qu'on lui a donné? C'est une humiliation. On a beau dire qu'il est ministre d'État, ça c'est pour influencer les naïfs, mais regardez l'intitulé de son ministère. Ministre des ressources halieutiques et de la transhumance. Attendez. Mais on aurait pu même le laisser au ministère de l'eau. Ministre des ressources halieutiques et de la transhumance. Vous qui me suivez là, est-ce que vous entendez ça? Ministre des ressources halieutiques et de la transhumance. Les ressources halieutiques et la transhumance sont déjà dans l'agriculture. Vrai ou faux? Les ressources halieutiques et la transhumance sont déjà dans l'agriculture. Donc, on nomme un ministre pour s'occuper des peuples qui se promènent avec les bœufs sur l'étendue du territoire. Puisque les ressources halieutiques, je ne sais pas combien de lacs on a, il y a le barrage de Nangbeto, un peu des petits poissonneries qu'on a, puisqu'il ne s'occupe pas des ressources halieutiques de la mer, hein, puisqu'il y a un ministre de l'économie maritime. Donc lui, c'est les ressources halieutiques sur le sol, c'est-à-dire dans l'Interland, sur l'étendue du territoire. Et la transhumance. Je ne sais pas si c'est parce que le général Yak, il a un goût pour les fermes agricoles parce il a quelques fermes agricoles, que ce soit, je pense à Togocom et Gapé, oui, je pense à Gapé, à Badja, et puis un peu à l'intérieur, il a quelques bœufs là, dans ces fermes-là, qu'on s'est dit, bon, comme il aime les fermes agricoles, il a les bœufs, donc on l'envoie d'aller s'occuper des bœufs avec ses peuples. Donc, on lui a créé un ministère comme ça. Ministre d'État, ministre des ressources halieutiques et de la transhumance. Les gars, soyons sérieux. Donc, on va mettre un bureau quelque part et on va écrire sur ce bureau ministre des ressources halieutiques et de la transhumance. Et des gens viennent là-bas et disent, ah, ministre de la transhumance, vous faites quoi en fait ici, dans votre ministère? Et on va dire, ah oui, quand les peuples se promènent avec les bœufs, ils mangent les nourritures des gens, les produits agricoles, les produits là, dans les champs, c'est nous qui réglons ces problèmes-là. Les tribunaux sont déjà là pourquoi? Les tribunaux sont là pourquoi? Les tribunaux sont là pourquoi? On aurait pu le laisser aller se reposer parce que il est resté longtemps ministre, il a servi, après on l'a envoyé au ministère de l'eau, c'est vrai qu'on le poussait à la sortie, on aurait pu le laisser aller se reposer que d'inventer ce poste pompeux, mais en réalité qui ne représente rien pour le mettre, c'est une humiliation.
De la même manière qu'on a envoyé un certain Hatchadedi, gouverneur de la région des Savanes. C'est une humiliation. Donc, ce poste de Yark n'aurait dû jamais exister. Ministre des Ressources halieutiques et de la transhumance. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tout comme le ministère de Bodjola, ministre à la présidence. Ministre à la présidence. Je comprends que on veut calmer, on veut caser un ancien collaborateur avec qui on a eu des problèmes, qui est revenu en grâce, mais à qui on n'a pas totalement confiance, donc on ne lui donne pas un vrai ministère, parce que c'est ça la logique. Il faut décrypter ce que M. Fall est en train de faire, puisque Bourdieu est revenu, il a récupéré, mais il continue de se méfier de lui. Donc il est nommé ministre à la présidence, parce que il aurait pu lui donner un poste ministériel de souveraineté, mais il ne veut pas lui permettre d'avoir l'aura qu'il avait avant. Il ne veut pas lui donner un ministère où il y a un budget, où il peut gérer et il peut de nouveau avoir ses racines. Donc, on dit ministère à la présidence, point. C'est aussi un poste inutile. Donc, c'est ça, la réalité. On lui donne ce poste, mais on ne lui fait pas confiance. Si on lui faisait confiance, on devait lui donner un ministère plein. Ministre chargé de l'administration territoriale, ministre des ressources ceci, ministre de ci, ministre de ça. Donc là, on lui nomme ministre à la présidence, point. Donc quand il y a conseil des ministres, lui aussi vient s'asseoir. Même s'il n'a pas de document, il croise les bras, il suit le conseil des ministres. Ça, c'est le Togo. Ça, c'est deux ça. C'est voilà un poste inutile aussi. On prend Tengue. Voilà un autre phénomène. J'avais fait un débat un jour. Et je me suis posé la question sur un certain nombre de nos jeunes cadres qui sont brillants dans leur domaine, et qui s'invitent en politique, quitte à détruire leur image. Et donc, je me suis posé la question de savoir, ce petit Tengue là, moi je l'ai vu traîner à Djidolé là-bas, donc je le connais bien. Donc, ce jeune Tengue qui, avec les études, a pu décrocher un très bon boulot à Maïsk. C'était le représentant au Togo de Maïsk. Quand on vous parle de Maïsk là, on vous parle de Maïsk, ce qu'on appelle Maïsk. C'est une mastodonte de l'industrie maritime. C'est une mastodonte. Maïsk. Il est le représentant de Maïsk au Togo. Il avait un salaire pas possible, avec des avantages, avec des opportunités inimaginables. Et ce monsieur, je l'avais dit dans une émission, je ne sais pas pour quelle gloire, je ne sais pas pour quel pouvoir, je ne sais pas ce qu'il cherche. C'est vrai qu'ils ont les réseaux de confréries aussi qui les guident. Ce jeune homme, il se lève un matin, Classou essaie de le convaincre. Classou essaie de le convaincre et d'être son conseiller à la primature. C'est Classou qui l'entraîne en politique. Classou fait de lui un conseiller à la primature. Et de fil en aiguille, parce que les petites copines, les petites filles, on commençait par les appeler Excellence et tout ça. Et comme les Noirs, ils aiment les gros postes, ils aiment les titres comme ça, Excellence, ceci, Sa Majesté, Autorité. Voilà, c'est ce que nous aimons, nous les Noirs. Donc quand on appelle les gens comme ça, ils sont flattés. Donc lui aussi, il laisse son poste de masque, où il avait tous les avantages, un salaire pas possible. Et il va devenir ministre pour gagner 2 millions ou bien 1 500 000. Dans la vie, on avance, on ne recule pas. Donc, il laisse ce poste de représentant de Maïsk au Togo, qui est un poste stratégique important pour aller dans un petit bureau pour devenir ministre, pour 2 millions. Parce que il va avoir une voiture RTG, et des gens dans son village vont l'appeler Excellence. Oh, et ministre Boubouto Vado, ni poissi péré. Et il est devenu ministre. Quand il est devenu ministre, pendant 8 mois, il n'avait pas de cabinet. Il n'avait pas de bureau. Pendant 8 mois, j'estime qu'il a fait 3 ans et demi, 4 ans au gouvernement. Mais pendant 8 mois, il n'avait pas de bureau. Il n'avait pas de cabinet. C'est lui-même qui allait chercher quelques individus pour venir l'aider à travailler. Et ces gens-là, pour les payer, c'était difficilement. Qui pouvait les payer? Et tout le temps, le ministre Sali Yaya ne voulait pas débloquer de l'argent pour qu'il s'installe. Et c'est de fil en aiguille, petit à petit,
qu'on a fini par l'envoyer à l'ancienne direction de Togocom, je pense, avenue Gruniski. Vous voyez l'ancienne direction de Togocom ou bien Togocel, non, Togocom, Togo Télécom, avenue Gruniski en ville. C'est là-bas qu'on a trouvé, qu'on a débloqué un peu d'argent pour lui aménager quelques bureaux pour qu'il s'installe. Alors, il s'installe là-bas et lui aussi, il a commencé par faire les magouilles, hein, des surfacturations, des choses par ici, des choses par là. Et des gens ont commencé par démissionner dans son cabinet. Certains qu'il a fait venir ont commencé par partir. Entre-temps, il a été braqué à son domicile avec des experts parce qu'il faisait la réforme sur le système d'avitaillement des navires et tout ça. Donc, il a été braqué. Et donc, il va traîner là-bas, subir les humiliations. Après, on dit oui, il est candidat à la députation, il va à Notien, il fait campagne, ça danse, ça boit, ça jubile et tout ça. Et aujourd'hui, 4 ans après, on le saute de ce poste-là et on fait de lui ministre à la présidence, c'est-à-dire sans portefeuille, budget, rien du tout. Pendant ce temps, quelqu'un a déjà pris son poste, la Maïska. Voilà comment les jeunes, pour des, je sais pas quelle gloire, se font ridiculiser et foutre en l'air les opportunités qu'ils ont dans la vie. Donc, ce jeune Tengue là, aujourd'hui, il se retrouve ministre à la présidence, sans portefeuille, sans rien. Donc, on sait comment ça se passe. Même il est ministre à la présidence, même pour voir fort, s'il faut n'est pas libre, on ne le reçoit pas. Donc, il va venir traîner là-bas, être enfermé dans un bureau. Quand on aura besoin de lui, on va l'envoyer rapidement. Il va croire qu'on le considère. Il revient, il est dans le bureau. Maintenant, il va se plaindre. Il ne peut pas partir. Ministre à la présidence. Parce que justement, c'est des gens qui veulent que quand ils arrivent dans une réunion, on les appelle excellence. Moi, Ferdinand, je vais trouver un boulot à Maïsk, représentant Maïsk au Togo, avec tous les avantages, avec toutes les opportunités à l'international. Tout ce que j'ai. Et je vais laisser ça. Alors que quand j'étais à Maïska, les ministres venaient chez moi, ils attendaient dans la salle d'attente. Je les recevais quand je voulais. Maintenant, je quitte ce poste-là pour aller prendre un poste de ministre de l'économie maritime. En 4 ans, je n'ai rien foutu. Maintenant, on fait de moi ministre de la présidence. Voilà un autre poste inutile. Je suis en train de décrypter les postes inutiles. Hein. Un autre poste inutile. Je reviens au ministère du tourisme, de la culture et tout ça. Voilà. Bon, lui, je pense que c'est le ministre Lamadokou. Il n'a vraiment pas eu de chance parce que 10 jours avant la formation du gouvernement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait aux gens. Il y a eu une campagne terrible qui s'est abattue sur lui. Le pauvre, je ne sais pas ce qu'il a fait aux gens. Les gens ont sorti des trucs sur les réseaux sociaux. Bon, il a des gens proches de lui aussi qui ont répliqué. Donc, il y avait article contre article, attaque, riposte. Et les gens ont dit des choses sur lui, sur la manière dont il a géré le ministère, un certain nombre de révélations et tout ça. Et finalement, lui, il est parti avec tout le ministère. C'est-à-dire, lui, on l'a pas changé, on l'a pas seulement changé, mais on a dépiécé son ministère. On a coupé culture qu'on a donné à Kuigan, on a pris tourisme qu'on a rattaché à la présidence. Bon, voilà, lui, son ministère a été totalement découpé et voilà. Donc, lui, on l'a libéré totalement. Donc, son ministère n'existe plus. Alors, il y a eu des gens qui ont eu des postes pour les calmer. On a donné des postes à des gens pour les calmer. Et parmi ces gens-là, il y a eu Dame Tchegan. Dame Tchegan, je vous ai parlé de ses états d'âme, ses humeurs et tout et tout. Et voilà une dame qui a été très chanceuse dans sa vie, qui est partie de rien et qui est devenue présidente de l'Assemblée nationale. Et donc, quand elle est devenue présidente de l'Assemblée nationale, forcément, les parvenus souvent deviennent incontrôlables, arrogants, ils pensent qu'ils ont touché le ciel. Mais en politique, il faut faire très attention, surtout quand on travaille avec quelqu'un comme Faure Gnassingbé, qui lui, en réalité, ne déplace que les dés comme des pions. Il utilise juste les gens. Et les gens pensent que, bon, Faure, Faure n'a pas d'amis. Il n'a personne. Il n'a pas d'amis. Lui, il utilise juste les gens. Pour lui, c'est tout. Pour atteindre ses objectifs. Il peut même avoir
des relations particulières avec vous, mais s'il n'a plus besoin de vous, il vous dégage. Et ça, c'est le cynisme en politique. Et c'est ça même, en fait, c'est ça qu'il faut décrypter dans ce qu'il fait. Donc, Tchegan, à un moment donné de sa gloire, elle croyait être au ciel. Et moi, j'ai entendu pas mal de choses venant des amis de Palimé, des gens qui sont proches d'elle, qui disaient que quand le président de la République, je parle de Faure Gnassingbé, est passé chez elle là-bas à Kpélé, à Gavé, c'est chez elle. Le président est passé chez elle à la maison, je pense à manger une fois, deux fois, il y a eu des réunions là-bas. À un moment donné, Tchegan était dans l'extase. Elle disait en patois à ses frères que si quelqu'un pouvait croire que le président de la République peut venir jusqu'à chez elle à la maison manger, et atterrir avec son hélicoptère dans le couple humain d'à côté et venir manger chez elle. Vraiment, Dieu l'a béni. Elle est vraiment bénie de Dieu. Et la Tenkaredia, Américain, et la vague bonne, la pomme, la vague double, le bonne. Eh, Maouiram, là. Voilà ce qu'elle disait ça en patois. Eh, Maouiram. Donc, à ce niveau, on se croit indéboulonnable. Indéboulonnable. Maouiram. Donc, on se croit indéboulonnable. Donc, elle n'a pas vu venir le coup de l'Assemblée nationale parce que elle pensait qu'on allait la reconduire forcément. Jusqu'à la dernière minute, elle pensait qu'on allait la reconduire comme tous les autres. Comme les autres qui pensaient qu'ils allaient être aussi présidents de l'Assemblée nationale. Comme Klassou, je parlais de Klassou tout à l'heure, Kokoroko aussi et tout ça. Donc, tous ces gens-là pensaient que c'est soit l'un ou l'autre. Mais Faure, étant quelqu'un d'assez malin, il a déjoué tout ça. Donc, un autre, quand le président vient chez elle, appelé à Gavé, manger une fois, venu deux fois, mais elle était dans l'extase. Et, en me gantant, tout le monde va gagner les guerres. Ah, Maouiram. Donc, vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça parle. C'est ça la République. Vous voyez? Et donc, elle n'a pas eu ce poste à l'Assemblée nationale. Elle a beaucoup bourdonné. Elle a boycotté les EVALA. Après, bon, elle voulait pas libérer elle voulait pas libérer le logement de fonction et tout. Et il y a un gars qui se moquait d'elle quand Adedji a été choisi. Le gars disait, mais elle les emmerdait dans le quartier quand elle passe avec son gyrophare, avec son pipon, son gyrophare, parce que elle circule avec son cortège là, elle passe. Et le gars disait, quand Adedji a été choisi, que si elle entend encore gyrophare, c'est ambulance ou c'est sapeur-pompier, que c'est fini pour elle. Le gars faisait de la blague, il disait ça quoi, que si Tchegan entend encore gyrophare, c'est ambulance ou c'est comment l'appelle-t-on, c'est sapeur-pompier. Donc, Tchegan, voilà, donc, elle s'est battue, elle voulait qu'on la casse quelque part, et elle voulait un poste. En réalité, quand tu as été président de l'Assemblée nationale, on ne te casse pas au ministère de l'urbanisme et de la réforme foncière. Ne serait-ce que par rapport au poste que tu viens de créer, et au poste que tu viens d'occuper, si on doit te mettre forcément dans le gouvernement, on te nomme ministre d'État avec un poste de souveraineté. On te nomme ministre d'État avec un poste de souveraineté. On ne te recase pas au ministère de l'urbanisme et de la réforme foncière dont on ne connaît pas véritablement les attributions depuis que ce ministère existe. Donc, voilà là où on l'a mis. Et bon, elle a trouvé sa potin. Bon, elle va se calmer un peu. Ça lui permet d'exister. Et voilà comment le système fonctionne. Maintenant, Klassou aussi pensait qu'on allait le nommer président de l'Assemblée nationale. Quand ils ont fait les élections le jour-là, puisque moi j'avais des reporters qui étaient là-bas. Donc, quand les gens sont sortis, les gens étaient énervés. Chacun a pris son chemin. Les gens qui devaient bourdonner, les Kokoroko sont passés par ici. Puisque Adedji n'était pas là, en fait. Adedji était au Rwanda quand on l'a pris. Donc, quand les gens sont arrivés et que la consigne a été donnée qu'on a pris Adedji, les gens sont sortis en bourdonnant. Donc, Klassou, lui, puisque Klassou représente en fait aujourd'hui, quand Klassou a été positionné pour être député, les gens pensaient automatiquement que Klassou allait être soit président de l'Assemblée nationale ou peut-être demain président du Sénat. Donc, Klassou même était convaincu que, comme il représente encore la branche des anciens barons, dans ce jeu de misture-là, dans le système, entre les jeunes et les vieux, il va avoir sa place. Donc, quand ils sont sortis, Klassou aussi bourdonnait. Et il disait,
tout ça là. Il disait tout ça, il est rentré dans sa voiture, il est parti. Et donc, ces bourdonnements, les bourdonnements de Klassou sont arrivés forcément dans les oreilles de Faure Gnassingbé. Alors pour le calmer, ils ont fait quoi? Ils ont nommé sa femme ministre. Ils ont nommé sa femme ministre. Je vous décrypte un peu les raisons, les éléments qui ont concouru à la formation du gouvernement, qui n'ont rien d'objectif. Il n'y a rien d'objectif. Donc, lui aussi, pour le calmer, on a pris sa femme, on l'a nommé ministre. Ministre. La dame qui s'appelle Klassou dans le gouvernement là. Vous avez entendu ça, c'est sa femme. On l'a nommé femme, donc au moins, à défaut que lui soit ministre, sa femme l'est. Donc lui, il a été ancien premier ministre, il a les avantages de l'ancien premier ministre, sa femme aussi est ministre. Donc, quand sa femme vient à la maison, bonne arrivée madame la ministre. Ok, voilà. Donc au moins, il y a un ministre dans la maison. Donc c'est ça. C'est les éléments qui ont concouru à la formation du gouvernement, ça. Il n'y a rien d'objectif. Après, il y a Bawara, qui certainement ne doit pas être très content parce que il s'est toujours plaint en privé de n'avoir pas un très bon ministère du travail, de la réforme administrative, tout ça. Il aurait bien voulu avoir un gros ministère, mais peut-être qu'il attendra un peu longtemps. Donc, ceux qui sont bien sortis dans cette affaire, c'est Robert Doucet. Vous savez le travail qu'il fait pour Faure Gnassingbé avec les histoires de panafricanisme. Ils ont un grand sommet sur le panafricanisme. Donc, c'est l'homme qu'on envoie un peu partout dans les missions secrètes et difficiles, tout ça. Il en sait beaucoup sur la République. Et donc, il a un grand sommet qu'il organise. Sina Lawson, indéboulonnable, parce que Sina, c'est quoi qu'on dise, c'est une femme de caractère. Une femme de caractère qui de temps en temps bouscule bien Faure Gnassingbé, et je pense que Faure Gnassingbé aime bien sa compagnie, donc même si parfois il y a des bruits entre eux, Faure préfère la garder parce que c'est une femme qui a un caractère assez très fort, et beaucoup de gens le disent, même parfois même au Conseil des ministres, elle est l'une des rares qui peut prendre un coup de fil, sortir, aller revenir. Donc il y a des hommes qui aiment aussi des femmes de caractère comme ça, qui les bousculent parfois et qui sont là. Et en 2017, Sina Lawson était parmi les rares ministres, quand il y avait les événements de 2017, qui est dit à Faure Gnassingbé qu'elle pense que il peut quitter le pouvoir. Elle pense qu'il doit quitter le pouvoir. Ça a créé des problèmes entre eux. Sérieusement, pendant 2 ans, ils se sont brouillés, mais après, bon, ça s'est calmé. Mais elle avait eu le courage de dire ça. L'une des rares ministres qui a dit clairement à Faure Gnassingbé que non, avec l'allure que prennent les choses, elle pense qu'il doit quitter le pouvoir. Il n'a pas aimé, mais après, bon, je pense qu'il lui a pardonné. Entre hommes et femmes, il y a toujours des secrets qu'on règle ensemble. Donc voilà, et voilà. Donc, il y a Iwu Wateba, voilà. Ah, mais je ne vais pas l'oublier, lui. Il y a Iwu Wateba. Alors, Iwu Wateba est devenu ministre dans Majesté Iwu Wateba, voilà. Est devenu ministre dans la foulée de la Covid. Et quand Iwu est devenu ministre, vous avez vu tout le zèle qu'il a déroulé un peu partout sur les médias, un peu partout, il expliquait les choses et tout. Et aujourd'hui, il n'a pas été reconduit. Et Iwu, à un moment donné, après cette période de zèle-là, vous allez sentir que il s'est calmé un peu. Et pourquoi il s'est calmé? Parce qu'après, il a commencé à découvrir que le système ne fonctionnait pas comme il le pensait. Il s'est calmé parce que il y a eu un incident. C'est même pas un incident, une altercation à la sortie un jour d'un conseil des ministres entre Iwu et un aide de camp de Faure Gnassingbé. Et ce tête de camp que je ne vais pas citer ici, qui est un colonel, a giflé le ministre à la présidence, à la sortie du conseil des ministres. Ils se tiraillaient sur une question de bourse des Togolais qui étaient en Chine pendant la période de la Covid. Et cet officier-là avait son fils qui était dans le lot. Je pense qu'il faisait un plaidoyer, il faisait un peu de pression pour que le ministre puisse gérer le cas de son fils exceptionnellement. Et le ministre a dit non, mais mon colonel, vous n'êtes pas seul dans le cas, il y a les enfants des pauvres et tout ça. Et donc la discussion a viré. Et puis ça s'est terminé par des coups de gifle à la présidence. Et l'affaire a été portée
auprès du grand patron qui a convoqué tout le monde. Bon, comme les enfants qui se bagarrent dans une cour de récréation, on vous appelle, on dit, bon, qui a frappé l'autre? L'autre dit, non, c'est pas moi. L'autre dit, non, c'est pas moi. On dit, bon, on va regarder les caméras. Comme la présidence est bourrée de caméras, les caméras ont sorti la vérité et ce tête de camp a été puni en arrêt de, comment ils appellent ça, arrêt de rigueur, je sais pas quoi, pour les militaires pendant une trentaine de jours. Et depuis qu'il est revenu, il n'est plus l'aide de camp officiel de Faure Gnassingbé. Il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Donc, c'est depuis cette altercation-là que Iou s'est calmé un peu. Et après, bon, lui aussi, dans son ministère, il a appliqué la grosse tête avec sa maîtresse, parce que Iou, sa maîtresse, c'est, comment appelle-t-on, Madame Nathalie Bito, de la Chambre de commerce. Je ne vous apprends rien. Ceux qui sont à Lomé savent que c'est sa maîtresse. Et donc, ils vivent d'ailleurs ensemble. Et donc, cette dame-là, qui avait la gestion provisoire de la Chambre du commerce, a créé, dans les magouilles qu'il faisait, a créé un partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est détenu par son supposé mari, Iou. Je vous explique un conflit d'intérêt, un cas de conflit d'intérêt. Donc, Iou a pour maîtresse Madame Nathalie Bito. C'est pas un secret. Quand Iou a été gardé à la gendarmerie dans les affaires de notes, la dame était là-bas. Donc, tout le monde la voit. Ils sont ensemble. Ils vivent d'ailleurs ensemble. Donc, quand Iou est au ministère de l'Enseignement supérieur, Madame Nathalie Bito a créé un partenariat avec l'enseignement supérieur et ça leur permet chaque fois d'envoyer de l'argent de la Chambre du commerce vers le ministère de l'Enseignement supérieur. Tantôt 100 millions, tantôt 150 millions. Et cet argent, personne ne connaît les destinations que prenaient ces sous-là. Donc, voilà comment les choses se passaient aussi avec Iou et accessoirement sa compagne, Madame Nathalie Bito, qui aussi a fini sa mission à la tête de la Chambre du commerce. Voilà. Maintenant, il y a la Benjamin du gouvernement. Quelqu'un dit à Ziablé, bon, tout le monde a vu qu'elle est tombée dans l'eau, comme Yak à l'époque. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise encore plus? Elle n'a pas, je pense qu'on a dû comprendre que, bon, la mission qui est là-bas dépassait ses épaules. Elle ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, on l'a déplacé et on a nommé quelques amis d'enfance, comme les écolos, tout ça, les gens qui ont grandi ensemble. Donc, vous vous retrouvez avec un gouvernement, avec des beaux-frères, des belles-sœurs, des amis d'enfance, pas pour grand-chose. Pas pour grand-chose. Je ne sais pas quel miracle un gouvernement pareil va pouvoir faire avec les mêmes personnes. Et toute la préoccupation des gens, c'est de conserver leur poste. Il y a Kokoroko aussi qui a sauvé son poste. Et vous allez remarquer que cette histoire de 5e République est en train de foutre la pagaille dans le pays. Vous avez vu que dans le bureau de l'Assemblée nationale qui a été formé, il y a 3 personnes qu'on a ressorties. On a ressorti Kokoroko, qu'on a nommé ministre, qu'on a confirmé ministre de l'enseignement primaire et secondaire. On a sorti M. Ouro-Sama, qui était, je crois, 5e vice-président ou bien 4e, ou je ne sais pas quoi, qu'on a nommé ministre délégué de je ne sais quoi. Et puis on a sorti Mme Kassa, qui est première vice-présidente, qu'on a nommé maintenant gouverneur. Ça veut dire qu'on fait les choses, ça dit que sur un coup de tête. Si c'était le cas, pourquoi on devait envoyer ces gens-là dans le bureau de l'Assemblée et aujourd'hui les sortir encore de là pour les nommer dans d'autres postes de responsabilité? On aurait pu faire les choses de façon raisonnable pour que on n'en arrive pas c'est pas, pour parler en informatique, copier, coller, copier, coller, copier, coller, copier, coller, couper, copier, coller. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ça prouve que rien d'organisé, rien de raisonnable n'est derrière tout ce qui est en train de se passer. Oui, la ministre aussi des Sports aussi a gardé aussi son poste. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport au gouvernement. Peut-être que j'ai oublié certains aspects. Mais, je vais parler maintenant de la star du gouvernement. Voilà. La star du gouvernement, c'est Gomado. Voilà. Il a fallu au moins 24 heures pour savoir de quel Gomado il s'agit. Son nom a fait le tour du monde. Et si on tape sur Internet tout à l'heure, ce que Google va nous sortir sur le Togo, c'est Gomado du début jusqu'à la fin. Donc, aujourd'hui, c'est la star. Il a éclipsé même
Le gouvernement, l'analyse même qu'on devait faire le gouvernement, plus personne n'en parle. Tout le monde se lève. Gomado, Gomado, Gomado. Ok, on va parler de Gomado. Voilà. Et de la réaction de son parti politique et tout ça. Alors, avant de parler de Gomado, ici aussi je voulais vous entretenir sur quelques réalités que certains Togolais ignorent, ou les gens qui sont sur la scène politique ignorent. Depuis bientôt une dizaine d'années, ou un peu plus, nous avons nos frères de la communauté Bé, de la communauté Aflaou, de la communauté Agoé. Vous savez que ce sont des communautés qui sont très organisées. Même si aujourd'hui, ce sont des communautés qui sont diluées. Ce sont des communautés qui sont diluées dans la ville de Lomé. Il n'en demeure pas moins vrai que ce sont des communautés très importantes qui existent et qui ont encore une capacité d'occupation territoriale et des moyens. Donc, depuis 10 ans, ou un peu plus, ces communautés-là, qui sont très soudées, qui sont soudées historiquement, qui sont soudées anthropologiquement, qui sont soudées culturellement, qui sont soudées sur le plan même des alliances familiales, ces communautés font une démarche de promotion de leurs fils à des postes de responsabilité. Quelle que soit l'étiquette politique de la personne. Et le patriarche de cette communauté, c'est le contre-amiral Adénion. C'est lui le patriarche de cette communauté. Et c'est pour d'ailleurs cette raison qu'il a été mis à la mairie et au port autonome de Lomé. Aujourd'hui, il est fatigué, on ne l'enlève pas parce que il est très important pour la régulation de sa communauté. C'est une voix qui est écoutée à la fois par la communauté de Bé, la communauté d'Agoué et la communauté d'Aplaou. Ce sont les mêmes peuples, avec quelques éléments de différence. Donc, ces communautés-là travaillent à promouvoir leurs fils. Parce que ces communautés se disent pendant longtemps, elles ont perdu. Ou soit, elles ont été victimes de beaucoup de choses. Quand vous prenez Bé, bon, quand on parle de Bé, on parle de Bé à Lomé. Historiquement, tout Lomé est Bé. Historiquement, tout Lomé est Bé. Mais politiquement, on circonscrit Bé dans la zone portuaire, à Dakpam et Enfam et tout ça, là où il y a la résistance, souvent la résistance farouche contre le pouvoir. Mais historiquement, tout Lomé est Bé. Parce que quand vous êtes à Kikame, vous êtes à Bé Kikame. Quand vous êtes à Djoumassé, que vous appelez à Dewi, vous êtes à Bé Djoumassé. Quand vous êtes au GTA, vous êtes à Bé Massououin. Quand vous êtes à Gbalepedo, quelque part, c'est aussi Bé à Gbalepedo. Donc, historiquement, Lomé est Bé. Mais, politiquement, Bé est reclus dans la portion qui a longtemps contesté le pouvoir. Donc, à un moment donné, les gens se sont dit, non, il faut que nous sortions de cette confrontation et que nous essayons de promouvoir nos propres fils à des postes de responsabilité. Et le pouvoir a compris ça. Le pouvoir a compris ça. Je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez la commune de Golfe 5, je pense que c'est chez Aboka. Si je me trompe. Si je ne me trompe pas, corrigez-moi avant que je ne continue. La commune de Golfe 5, c'est Aboka, n'est-ce pas? Voilà. Donc, cette dimension que je vous explique là, la classe politique de l'opposition ne l'intègre pas dans sa démarche. C'est pour ça que parfois, elle paye le prix de je ne sais pas si c'est la naïveté, son ignorance et sa méconnaissance. Et donc, quand vous prenez le Golfe 5 d'Aboka, Unir n'avait pas la majorité pour être maire là-bas. Il y avait des conseils municipaux Unir, il y avait des indépendants, il y avait la CDPA, je ne sais pas si c'est la CDPA ou c'est la DMK, mais il y avait la CDPA, il y avait d'autres partis politiques. Mais, quand on devait élire le maire, il y a eu des candidatures qui se sont présentées. Mais avant ces candidatures, il y a eu des intentions de candidature. Donc, eux, ils savaient déjà. Alors, qu'est-ce que les chefs ont fait?
les chefs d'Aplaou là-bas, les chefs Aplaou, donc le chef Didolé, qui joue un très grand rôle aussi, voilà un autre qui joue un très grand rôle, il a été député uni, mais son père était Ablodé. Donc le chef de Didolé et plus celui de Aplaou ont fait des démarches auprès de leurs frères communautaires, parmi ces conseils municipaux, pour leur dire, quelle que soit votre étiquette politique, vous devez voter pour votre frère. La mairie ne doit pas nous échapper. Donc, cette démarche a été faite je peux dire dans leur couvent. Je ne parle pas de couvent en tant que lieu de fétiche, mais je parle d'un lieu où ils se voient. Donc, ils ont parlé à leurs fils, qui sont des conseils municipaux. Donc, ils ont parlé aux gens de la CDPA, ils ont parlé aux gens de UNIR, et ils sont arrivés à s'entendre sur le nom de celui qui doit être maire, et c'est Aboka. Donc, à l'élection du conseil municipal, les gens ont été surpris que les gens qui sont même de la CDPA ont voté pour Aboka. Mais le seul élément qui les lie, c'est qu'ils sont de la communauté Aplaou. Donc, les consignes de vote sont venues de quelque part. Donc, voilà la raison pour laquelle les gens ont dit, oui, que les gens qui n'étaient pas d'Uni ou bien la CDPA, ils ont voté, ils ont trahi. Non, en fait, ça a été géré sur ce plan-là, par ces chefs-là qui ont fait ces démarches-là. Du coup, aujourd'hui, quand il y a des problèmes même dans la mairie Golf 5, et que Aboka fait des bêtises, c'est les chefs d'Idolé et les autres chefs qui l'appellent. S'il faut le gronder, on le gronde. Si on le dit d'aller doucement, on le dit d'aller doucement. Donc, ces chefs-là, ils sont devenus les garants et les régulateurs de ce que je suis en train de décrire. Alors, une fois que j'ai dit ça, vous l'élargissez à l'ensemble de la ville de Lomé. Abaglo, il était bête, il est bête. Il est de Bodjomé, il est bête. Bodjomé, c'est bête. Puis bête, c'est Bodjomé jusqu'à Togoville. C'est la divinité Nigblin, c'est bête. Donc, vous prenez Dagovi, qui est de Vego, il est bête. Vous prenez Amaglo, il est bête. Avant de commencer cette émission, j'ai posté une photo de la passation de Amaglo, où vous allez voir que derrière Amaglo, il y avait tous les chefs de la communauté Ébé et Aplaou. Il y avait Aklassou, il y avait, comment appelle-t-on, Adjalé, il y avait, comment appelle-t-on, Djidjolé, il y avait au moins 7 chefs qui étaient derrière, qui étaient présents à cette passation de service. Et les gens se posaient la question de savoir qu'est-ce que les chefs viennent faire dans une passation d'un ministre et tout ça. Et qu'est-ce qu'il se dit aujourd'hui? Il se dit que Gomado a été choisi beaucoup plus parce qu'il est fils B plutôt qu'il est ANC. C'est ce qui se dit dans les couloirs. Mais qui est véritablement Gomado? Gomado, c'est pas quelqu'un qui est sorti es nihilo. Il est peut-être l'un des plus méconnus de l'ANC sur le plan public, mais c'est un cadre c'est un grand cadre de Simtogo, de Scan Togo. Il est un grand cadre de Scan Togo, mais il est aussi le président de la fondation Edelberg. Moi, je me rappelle quand on faisait une enquête sur ScanMin Togo, avec les contrats de ScanMin Togo, et quand on devait avoir la version de ScanMin Togo, et nous sommes allés à la direction de Simtogo, quand M. Jean Adoloum nous a reçus, il était assisté de Gomado. Il y a quoi? Il y a 6 ans ou 7 ans déjà. Donc, c'est un cadre de Simtogo, et c'est quelqu'un, en étant dans son poste de Simtogo, aidait déjà sa communauté. Après, bon, il est à l'AIC, mais il ne faisait pas partie des têtes, bon, les radicaux, les durs et tout ça. Mais, moi je pense, depuis le début, que Gomado était de l'ANC, mais il était beaucoup plus bleu compatible. Excusez-moi. Il était beaucoup plus bleu compatible, même en étant de l'ANC. Même la manière dont Gomado est devenu candidat et est devenu maire, ce n'est pas sorti du hasard. C'est pas sorti du hasard. C'est pas forcément en mettant l'ANC devant. Il y avait quelque chose déjà derrière.
son histoire de candidat pour devenir maire. Et donc, les gens de ce parti-là ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils sont surpris que Gomado ait choisi de franchir le Rubicon. Je vous ai parlé tout à l'heure de comment cette communauté est organisée, comment ils sont unis sur tous les plans. Aux dernières élections législatives, le parti auquel Gomado appartient l'a placé en 4e position. Il y avait Jean-Pierre Fabre, il y avait Éric Dupuis, il y avait Isabelle Améganvi, et puis après il y avait 4e Gomado. Et ce positionnement a été très mal senti par les chefs et certains de la communauté. Du coup, ils l'ont pas exprimé ouvertement, mais les informations que moi j'avais déjà reçues, c'est que la prochaine élection municipale, Gomado et ses soutiens prévoyaient être candidat indépendant, prévoyaient se détacher de l'ANC pour être candidat indépendant parce que ils estiment que on ne leur donne pas la place qu'il faut dans ce parti-là. Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que lui, en tant que maire de Golfe 1, qui occupe une territorialité assez grande, il soit 4e sur la liste après Éric Dupuis et Isabelle Améganvi. Donc, ça a laissé des traces. Je vous fais une analyse dépassionnée. Hein. Ce n'est pas une analyse contre un parti politique, c'est une analyse dépassionnée. Donc, ça a laissé des traces. Et donc, du coup, personne ne peut nous dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas vu, qui sont étonnés de la nomination de Gomado en tant que ministre de l'administration, ministre de l'aménagement des territoires. Gomado, étant maire au Golfe 1 là-bas, il est aussi en face de sa gestion. La gestion aussi n'est pas clean. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses pour la communauté de Baie. Il a fait énormément de choses. Il a aidé à Sfosa, il a acheté un bus, il a mis beaucoup de moyens. Sa communauté est solidaire de lui. Mais il y a aussi des problèmes dans sa gestion, dans la mairie là-bas. Et dans cette mairie, il n'y a pas que lui seul qui soit de son parti politique. Il y a d'autres personnes qui sont dans le parti politique, qui sont là-bas, qui occupent des postes stratégiques. Je vous donne un exemple. L'immeuble de la mairie de Golfe 1, Gomado. Excusez-moi. L'immeuble de la mairie. L'immeuble appartient à une famille qui a aussi de bains. Donc, une dame. Et les Gomado ont loué l'immeuble auprès d'un des fils de la dame. Et la dame, quand elle était malade, était placée sous curatelle. Donc, c'est son enfant qui venait, chez qui on a loué l'immeuble, qui venait encaisser le loyer et tout ça. Entre-temps, Gomado a mis en place un système pour racheter l'immeuble auprès, pas de l'interlocuteur principal, celui qui venait encaisser le loyer, mais de son petit frère qui vit à l'extérieur. Et ils ont bidouillé un document que c'est la dame qui a donné procuration à son fils qui vit à l'extérieur de vendre l'immeuble à Gomado, alors que la dame était sous curatelle. Et donc, le fils principal, qui était l'interlocuteur de Gomado, a contesté la vente en disant que c'est une vente frauduleuse, c'est un achat frauduleux, et que lui conteste cette vente-là, que jamais ils n'ont décidé de vendre l'immeuble à la mairie. Alors que quand ils ont acheté l'immeuble, Gomado a acheté l'immeuble autour de 300 et quelques millions, mais c'est un immeuble qui vaut plus de 500 millions. Et donc, quand Gomado a acheté l'immeuble, il a commencé par faire les mutations de titres fonciers, rapidement. Et les choses ont tellement rapidement évolué à l'OTR. Et l'interlocuteur principal, il conteste la vente. Et il va saisir les tribunaux. Quand il va saisir les tribunaux, c'était un scandale qui secouait la mairie de Gomado. Mais dont on n'avait aucun intérêt à en parler. Maintenant qu'on va en parler. Pour que vous compreniez. Mais c'est pas en fait le scandale que je veux doigter du doigt, et je veux pointer du doigt. Mais ce qui va venir, vous allez comprendre ce que je dis. Alors, Gomado, le fils aîné de la dame, le fils de la dame, va saisir la justice. Et il prend un avocat, et Gomado prend aussi un avocat. C'est ce qui est intéressant. Vous savez qui Gomado prend comme avocat pour aller le défendre à la justice? Dans ce conflit de bail ou d'achat frauduleux du siège de la mairie Golfe 1 entre Gomado et la famille en question, vous savez qui Gomado prend comme avocat? Quel cabinet Gomado prend comme avocat pour le défendre? Alors que son parti
regorge d'avocats, de plein d'avocats. L'ANC regorge de plein d'avocats. Quel avocat et Gomado prend? Gomado va prendre le cabinet Maître Akereburu, qui est un baron uni, maire d'Anéro, et avocat de l'État togolais dans tous les dossiers. C'est lui que Gomado prend pour aller le défendre dans ce litige. Alors, comment quelqu'un qui est opposant et de surcroît militant de l'ANC, qui gère une mairie, et quand la mairie a des problèmes, l'avocat qu'il prend pour le défendre, c'est un avocat du parti au pouvoir, qui est aussi militant et maire. En tout cas, c'est le cabinet Akereburu. Même si Maître Akereburu n'est plus tellement actif, c'est son cabinet qui a été pris pour le défendre. Voilà déjà. Et donc, les gens qui se disent aujourd'hui surpris par sa nomination ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant de ça. Ils ne peuvent pas dire, puisqu'il y a d'autres militants de l'ANC qui sont dans cette mairie de Gomado, qui occupent des postes stratégiques. Et quand Gomado est parti prendre le cabinet Akereburu, qui est de unir pour les défendre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient au courant, oui ou non? Donc, ils sont allés en première instance. La justice a condamné Gomado et a annulé même la vente. Parce que c'était tellement frauduleux et c'était tellement frauduleux que la justice a annulé la vente. A annulé la vente, a annulé la procédure de titre foncier. Donc, c'est Akereburu qui défendait. Le cabinet Akereburu, membre de UNI, maire d'Anéro, qui défendait Gomado dans cette histoire. Et pourtant, l'ANC a plein d'avocats. Donc, la justice a annulé la vente. Et ils sont allés à la cour d'appel. Il y a quelques mois, la cour d'appel a encore débouté Gomado et a donné raison à la famille. Actuellement, ils ont compris que s'ils continuent, ils vont perdre totalement. Ils essaient de négocier avec la famille. Mais celui à qui ils ont vendu, celui qui leur a vendu la maison et que Gomado a payé, lui a déjà bouffé les 300 millions. Il a déjà bouffé les 60 millions. Donc, à travers cet élément que je viens de donner, les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas que Gomado était dans l'ANC, mais il était bleu compatible. Donc, ils ne peuvent pas jouer l'étonné aujourd'hui en disant que, bon, voilà, il est vendu. Tant qu'il était là, ils savaient. Les gens savaient qu'il avait des liens avec le régime. Mais tant que, bon, il n'a pas franchi le pas, tout le monde gérait ça, Aujourd'hui qu'il a franchi le pas, on dit oui que c'est un vendu qu'il est parti pour manger. Ceux qui disent que Gomado est parti dans Unir pour manger, Gomado, lui, il est un cadre de Simtogo. Il est président de la fondation Edel Belek depuis des années. Ceux qui l'accusent d'être parti pour aller manger, c'est eux qui ont trouvé leur premier boulot à la mairie. Gomado, lui, travaille au moins. Au moins, lui travaille. Donc, voilà comment l'histoire de Gomado s'est passée. Mais il n'est pas le seul. Et il y a plein d'autres Gomado qui sont là. Peut-être même que des gens que vous ne pouvez pas imaginer, qui sont dedans. Et qui n'attendent que le bon moment aussi pour franchir le pas. Parce que les gens, certains ont compris que ils ne peuvent pas continuer par jouer à l'hypocrisie aussi longtemps que possible. Parce que quand vous êtes dans un club d'hypocrisie, les gens font croire, les gens envoient des images de ce qu'ils ne sont pas. Ils essaient. Aujourd'hui, vous allez constater que la décentralisation a eu le mérite de fragiliser les partis politiques de l'opposition qui sont allés dans les mairies. Je l'avais dit dans une émission, les gens m'ont insulté. J'ai dit, Faure a réussi un coup terrible avec cette décentralisation. C'est quoi? C'est que il est dans un banquet, il est dans un grand banquet, dans une grande salle. Il a la table principale autour de laquelle il est avec lui-même ses éléments. Et à côté, il a dressé une petite table pour les opposants qui mangent aussi. Mais une fois que vous gérez les mairies, vous êtes amené à faire aussi des magouilles. Et Dieu seul sait que dans les mairies là, il y a énormément de magouilles. Moi, je me suis fait violence pour ne plus en parler, pour que les gens ne disent pas que j'en veux à telle partie, C'est pour ça que quand j'entends le président d'un parti politique
Jean-Pierre Fabre, pour ne pas le nommer, qui s'en est pris hier à moi de façon, je sais pas, violente. Il n'a même pas eu le courage de citer mon nom, avec ces fanatiques qui étaient autour de lui. J'ai beaucoup rigolé. Il dit ouais que voilà que moi je parle ouïa, je joue le plus intelligent, je ne connais rien et que voilà. J'avais raconté que nous on venait l'aider avec des fiches à mieux parler à la plage, c'est vrai. Et quand j'ai dit ça, j'ai cité les noms de tous ceux avec qui on venait travailler avec lui. Il y a 4 ans que j'ai dit ça. Et c'est après 4 ans qu'il trouve à me répondre. Et donc, ces Abbasivis criaient, waouh. C'est dit, mais moi, je n'ai rien contre eux. Parce que si j'avais des choses à dire sur eux, toutes les magouilles qu'ils font dans leur mairie là, moi, j'ai les dossiers. Moi, j'ai les dossiers. Moi, j'ai les dossiers. Si moi, je veux parler de ce que vous faites dans vos mairies là, Golf 4, Golf 1, Golf 2, Golf quoi là, mais je vais vous sauter. Vous devez même vous réjouir que j'ai décidé de mettre une croix sur vous. Que je ne vous calcule même pas. Parce que si je devais parler de ce que vous faites dans les mairies là, mais attendez, je vais parler avec des preuves à l'appui. Toutes les sociétés écrans que vous avez créées, les surfacturations que vous faites, tout ce que vous faites là, tout ce que vous faites dans les mairies là, vous qui disiez aux gens que vous êtes des démocrates, que vous voulez lutter pour changer le Togo, le peu de mairie qu'on vous a donné là, ce que vous êtes en train de faire, si je mets ça sur la table, vous avez vu, je viens de parler de Gomado. Je viens de parler de Gomado, de ce qu'il a fait dans sa mairie. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Si je me mets à sortir tout ça, je vais exploser vos partis politiques. Donc moi, je n'ai rien contre vous. Donc si Jean-Pierre Fabre lui-même après toutes ces erreurs politiques, aujourd'hui, il est au creux de la vague et il veut chercher des boucs émissaires, c'est pas moi qui empêche les gens de Côte d'Ivoire de voter pour Jean-Pierre Fabre. Hein. Aux élections municipales, le bureau de Jean-Pierre Fabre, qui est juste l'établissement qui est juste collé à sa maison, il n'a pas gagné. Hein. C'est MPDD qui a gagné. Ça, c'est sa maison et le bureau là. Sa maison et le centre de vote là. C'est 2 mètres qui les séparent, 2 ou 3 mètres. Aux dernières élections législatives, les FDR ont gagné là-bas. Hein. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à gagner dans le centre de vote qui est collé à sa maison, c'est pas Ferdinand qui est responsable. Après, il dit que bon, voilà, que il sait pas quelle étude j'ai fait, que je joue les plus intelligents. Oui. Moi, au moins, je suis cohérent. Je ne dis pas publiquement, en tant qu'homme politique, un homme politique peut faire une chose et son contraire. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Oui, je parle. Je parle parce que c'est le don que Dieu m'a donné. Je sais manipuler la langue. Je parle correctement le français. Je parle. J'ai le ton très fluide. Ça aussi, vous ne pouvez pas me l'enlever. Et donc, moi, je ne tire pas sur les corbières ou les ambulances. J'estime que vous êtes vous-même totalement discrédité, que moi, je n'ai pas besoin de raconter quoi que ce soit sur vous. Mais, si vous voulez créer un front avec moi là, moi, j'affronte déjà suffisamment le régime. Hein. Vous êtes des menus fêtés. Ce que je vais sortir sur vous là, je vais vous enterrer. Donc, continuez votre chemin. Faites comme même si vous ne me connaissez pas. Je réagis aujourd'hui parce que il a parlé. Vous allez constater que depuis plusieurs... Moi, je ne parle même plus de partis politiques au Togo ni des ANC. Je parle aujourd'hui parce que Jean-Pierre Fabre, il a parlé de moi. Il s'était attaqué à moi. Mais si moi, je veux réagir là, vous ne pouvez même pas sortir dans la rue. Moi, j'ai les dossiers. Tout ce que vous faites là, moi, j'ai les dossiers. Là où vous faites... Vous parlez de Gomado. Mais attendez. Mais il y a des Gomado chez vous. Il y en a plein. Aux dernières élections législatives là, il y a des candidats chez vous. Ils ont été financés par des ballons unis. Vous voulez que je donne les noms? Vous voulez que je donne les noms? Il y a plein de Gomado chez vous. Il y en a plein. Peut-être même vous-même, les premiers dirigeants, vous êtes dedans. Il y a plein de Gomados. Lui, c'est pas, il a eu le courage de franchir le Rubicon et vous le jetez en pâture. Non seulement vous le jetez en pâture, toutes vos sorties, vous vous attaquez à lui, mais vous oubliez que vous vous attaquez à un symbole. C'est le symbole d'une communauté. C'est là où quand vous dites que vous êtes intelligent politiquement, je vous dis, vous êtes nul. Vous vous attaquez à quelqu'un qui a quitté vos rangs. Vous aurez pu peut-être le suspendre et puis oublier de s'attaquer à lui. Mais derrière Gomado, c'est toute la communauté de Bay. C'est la communauté d'Aplaou. C'est la communauté d'Akoué. Ces gens-là, vous aurez besoin de leur suffrage prochainement si vous allez aux élections. Donc, même si
Gomado a franchi le pas, si vous êtes des stratèges politiques, des gens intelligents, vous n'allez pas le jeter, le vouer hégémonique comme vous êtes en train de le faire. Vous n'allez pas l'insulter comme vous êtes en train de le faire dans les audios. Demain, la communauté de Bé va vous rendre ça. La communauté d'Agoué va vous rendre ça. La communauté d'Aplao va vous rendre ça. Parce que c'est les mêmes peuples. Ils sont ensemble. Vous aurez pu passer ça comme perte et profit en disant c'est un épiphénomène, c'est un cas isolé. Gomado est parti, d'accord, la vie continue. Mais tous vos insulteurs là, puisque vous n'avez jamais formé des militants, vous avez savez quoi des gens qui insultent les gens. Dès qu'on critique Jean-Pierre Fabou, ah c'est fini, c'est un gourou. On insulte les gens. Aujourd'hui, vous êtes victime de vos propres turpitudes. Et c'est pas fini. Vous avez perdu votre représentant à la CENI. Vous allez perdre encore d'autres personnes. Vous allez perdre des gens. Ça va se désintégrer. Il y a des gens parmi vous qui ont déjà leur CV auprès des gens d'unir. Ils sont pleins parce qu'ils sont fatigués. Puisque eux, ils ont compris que vous êtes à l'aise. Le peu de mérite que vous avez, vous êtes à l'aise. Vous vivez bien, vous avez les avantages, mais eux, ils sont là, ils n'ont rien. Et le temps passe. Puisque c'est dans cette logique-là que vous êtes. Donc, les gens ne sont pas cons. Les gens ne sont pas cons. Ils vont aller chercher pour eux aussi. Les gens qui ont déjà, dans le parti, qui ont déjà envoyé les clignotants à Gomado, là, ils sont nombreux. Même des gens insoupçonnables. Donc, c'est quand il n'y a pas de débat dans nos partis politiques. C'est quand vous refusez les débats dans les partis politiques. C'est quand vous transformez les partis politiques en une secte. Ou quand le chef parle là, tout le monde doit se taire là. Que des choses comme ça vont vous arriver. Et Faure, lui, l'a compris. Il est en train de vous désintégrer. Petit à petit. Bientôt, les conseillers régionaux, les sénateurs, on verra si ceux qui vont aller siéger, ceux qui ne vont pas aller siéger. On verra. On verra ceux qui vont aller siéger et ceux qui ne vont pas aller siéger. Parce que vous avez déjà sécurisé vos postes de mairie. Les autres aussi ont envie de sécuriser ce qu'ils ont dans la main. C'est humain. C'est humain. Donc, c'est pas la peine de s'en prendre au pauvre Ferdinand. Je ne suis même plus là. Et j'ai émis un avis il y a 4 ans. Et c'est 4 ans après que vous me répondez en disant que je joue les intelligents et puis un ramassis de choses contradictoires. Tantôt, il dit ouais, on a fait les fiches, tantôt on n'a pas fait. Bon, voilà. En tout cas, lui-même, il a l'habitude de dire qu'un homme politique peut faire une chose de son contraire. Donc voilà. Voilà. Si vous avez échoué politiquement, c'est pas moi qui suis responsable. Hein. Le peuple vous a donné toutes les armes. Le peuple vous a donné tout. Et à force de vouloir jouer avec le peuple tout le temps là, vous avez perdu. Et c'est difficile aujourd'hui de remonter la pente. Et la posture que vous devez avoir aujourd'hui, c'est une posture d'humilité. Reconnaître peut-être les faux pas et essayer de remonter la pente. Mais si vous êtes là dans les postures d'agressivité, d'attaquer les gens et tout ça, mais vous allez vous enterrer un vivant. Moi, j'ai pas besoin d'ouvrir un front contre vous. Hein. La population se charge déjà bien parce que les Togolais ont mis du temps, mais pour comprendre que avec vous, il y a toujours quelque chose de flou. Et comme le disait Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Et ce loup-là, tôt ou tard, on le saura. Et c'est le temps qui fait son travail. C'est le temps qui va faire son travail. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous ne saviez pas que Gomado était bleu compatible. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Quand Gomado a pris le cabinet à Kérébourou pour aller le défendre là, le cabinet à Kérébourou, ce n'est pas un cabinet neutre. C'est le cabinet d'un baron d'UNIR. Et pourtant, il y a plein d'avocats dans UNIR et dans l'ANC. Pourquoi il n'est pas pris les avocats de l'ANC pour le défendre? C'est ça. C'est le temps. C'est le temps qui va faire ça. Tout ce qui est caché là, le temps va le révéler. Et on saura si vous allez rentrer dans l'histoire positivement ou vous allez rentrer dans l'histoire par la petite porte. Donc arrêtez de chercher des boucs émissaires. Arrêtez de chercher les boucs émissaires pour justifier vos propres turpitudes. Quand vous êtes leader de parti politique et que vous allez à des élections 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il faut savoir quitter et céder la place à d'autres jeunes. Après, quand vous insistez à rester, c'est les enfants qui vont venir pas uriner sur vos têtes. Et c'est ce qui va se passer. Et peut-être des secrets vont sortir. Donc, c'est ça le Togo.
Donc, voilà, chers compatriotes, ce que j'ai voulu partager avec vous ce dimanche. J'ai été peut-être aussi un peu long, comme la dernière fois, mais il était important que vers la fin, je puisse faire cette mise au point parce que j'ai des gens qui m'ont envoyé des vidéos de ce leader politique qui s'en est pris à moi à leur réunion de Gomado pour clarifier. C'est pas moi qui ai demandé à Gomado de partir. Hein. Attaquez-vous à Gomado. C'est pas moi qui ai demandé à Gomado de partir. Donc, c'est pas moi. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je viens chercher dans cette histoire. C'est pas moi qui ai demandé à Gomado de partir. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a plein d'autres Gomado. Hein. Vous allez voir bientôt là. Ça va être l'hémorragie. Ça va être l'hémorragie. Donc, parce que votre petit jeu là, beaucoup ont compris. Beaucoup ont compris. Et les gens se sont dit, bon, on ne va pas rester là à moisir, hein. On va aller chercher aussi notre part. Donc, arrêtez de nous parler de conviction, de je ne sais quoi, de je ne sais pas quoi. Reconnaissez que de temps à autre, vous avez aussi votre part de responsabilité. Et puis bon, la vie passe. Si vous êtes dans l'opposition et que vous n'acceptez pas le débat contradictoire, si vous êtes dans l'opposition et que vous en voulez aux journalistes, vous attaquez aux gens, si vous êtes dans l'opposition et qu'on vous critique et vous avez l'urticaire, si vous êtes dans l'opposition et que vous jetez les journalistes en pâture, quand vous serez au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes dans l'opposition et que vous avez éduqué vos militants à ne pas accepter la contradiction, si vous êtes dans l'opposition et que dès que quelqu'un critique, vos militants les insultent, quand vous serez au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez brûler les gens? Si vous êtes leader de l'opposition et que vous acceptez, vous refusez les débats d'idées, vous refusez que quelqu'un apporte une autre contradiction, une autre idée que vous. Si vous gérez la chose publique et que vous refusez les observations, et Fort va dire quoi? Fort, on tape sur lui tous les jours. On tape sur lui tous les jours. Lui, il prend les coups tous les jours. De tout le monde d'ailleurs. De temps en temps, quand il a l'opportunité, s'il peut attraper quelqu'un, il attrape. Comme des gens comme nous. Mais vous qui êtes de l'opposition, qui disent que vous voulez changer le Togo, vous luttez pour la démocratie, pour la liberté, pour les droits de l'homme, et que vous ne supportez pas la contradiction, vous ne supportez pas les débats contradictoires, dès que quelqu'un émet un avis, et que vous n'êtes pas d'accord, vous l'insultez, vous les jetez en pâture. Vous voulez prendre le pouvoir. Quand vous serez au pouvoir, vous allez faire quoi? Vous allez brûler les gens, vous allez tuer les gens. Vous allez tuer les gens. Donc, la démocratie, c'est les valeurs. C'est les valeurs. Moi, je suis ici. S'il y a des gens qui me font des observations, je l'accepte avec toute humilité. Pour m'améliorer. Quand j'ai commencé les directs ici, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages. Ah, il ne faut pas le faire comme ça, il faut faire comme ça. Il faut tenir compte de ça, il faut faire ça. J'observe tout ça. Je mets ça en pratique. Vous êtes qui pour qu'on ne vous critique pas? Mais vous voulez gérer la chose publique. Si vous ne voulez pas qu'on vous critique, ne faites pas de la politique. Allez gérer votre maison. Allez gérer vos entreprises privées. Allez créer vos entreprises à la maison, gérez ça. Allez gérer votre maison. Comme ça, personne ne viendra de l'extérieur mettre la bouche dans la gestion. Si vous êtes un homme politique et que vous êtes dans l'espace public, on doit vous critiquer. On doit émettre un avis sur vous. Donc, quand vous vous dites que vous êtes des démocrates et que dès qu'on écrit quelque chose, dès qu'on donne un avis contraire, vous envoyez vos petits griots là et qui insultent les gens. Mais parmi vos griots là, il y a plein qui mangent dans la grande maison. Plein qui servent d'agents de renseignement. Plein. Et ils sont nombreux. Qui sont gérés par les services de renseignement. Qui rapportent telle information, tel ceci pour avoir de l'argent. Et c'est vous qui voulez donner des leçons aux gens. Nous avons traîné dans cette lutte à cause de vous, de vos incohérences. Et de vos erreurs qui ont profité au régime. Donc arrêtez de vouloir, pendant que vous êtes à la fin de votre carrière, de vouloir chercher des boucs émissaires.
Aujourd'hui, quand on parle de corruption, on ne vous entend plus. Vous n'êtes que sur les aspects politiques, constitution, tout ça. Quand on parle de corruption, on ne vous entend plus. Pourquoi vous ne réagissez plus quand on parle de corruption? Parce que le peu que vous faites dans les mairies là, depuis qu'on vous a remis les mairies là, on sait ce que vous faites. Et le pouvoir aussi sait. Ils ont collecté les informations. Le jour où vous parlerez de corruption, le pouvoir va vous sortir les dossiers. Puisque le pouvoir a ces éléments dans les mairies, il collecte tout ce que vous faites. Il vous tient par ça. Maintenant, quand on parle de scandale financier, on ne vous entend plus. On ne vous entend plus. Vous faites glama pour que le sujet là, ça passe. On ne vous entend plus. Parce que vous savez que vous-même maintenant, vous êtes plongé dedans. Si on veut sortir les dossiers là, moi j'ai dit à des amis, il y a des gens qui m'ont appelé, j'ai dit non, moi je n'ai rien contre ces gens-là. À un moment donné, j'ai été attaqué, j'ai réagi, et j'ai trouvé légitime que je devais réagir. Quand on m'a condamné dans les histoires de Petrolgate, c'est vous, les gens de l'ANC, qui avez organisé une chanson même pour remercier les Adjaki de m'avoir condamné. Vous avez reconnu en privé avec des gens que vous êtes, avec les Adjaki, que vous travaillez avec eux. Vous voulez que je sorte les informations? C'est vous qui vous êtes réjouis. Vous vous êtes réjouis, vous avez même dansé à votre siège. Quand on a condamné Ferdinand dans l'affaire de Petrolgate, le Petrolgate, je le faisais pour moi ou pour ma mère, je l'ai fait pour tout le Togo. Aujourd'hui là, le pétrole a baissé sur le plan international. Le prix du pétrole a baissé. Est-ce que le Togo a réduit le prix du pétrole à la pompe? Est-ce que vous, politiciens, vous avez demandé à savoir pourquoi on ne réduit pas le prix du pétrole à la pompe? Et pourtant, le gouvernement dit, quand le prix du pétrole international baisse, il y a un mouvement qui suit dans le pays. Le gaz et le pétrole. Vous vous êtes posé la question? Quand on a sorti ce dossier à Diaklela, qui a toujours des tentacules jusqu'à ce jour? Vous vous êtes réjoui que moi, Ferdinand, on m'ait condamné en tant que journaliste qui est sorti un scandale financier. Vous avez dansé au siège de l'ANC. Vous avez même fabriqué une chanson que vous avez entonnée sur moi en mettant mon nom dedans. Est-ce que j'ai réagi? Vous dites que vous voulez le changement, vous luttez pour la démocratie. On dénonce des voleurs et vous allez au secours des voleurs contre le journaliste qui les dénonce. Et vous venez nous dire que vous êtes des hommes de conviction. Hein? Hein? Il y a un leader politique en France ici qui a réagi sur la question du pétrole, qui a demandé à l'État togolais de faire la part des choses. Il y a quelqu'un dans votre parti ou proche de vous qui l'a appelé pour dire que non, il ne faut pas qu'ils rentrent dans ce sujet-là, qu'eux, ils ont des liens avec les Adjaki. Vous voulez qu'on sorte les dossiers? Si c'est moi qui va devenir votre cible là, provoquez-moi seulement, vous allez voir ce que je vais sortir. Depuis votre mairie là, je vais sortir tout. Mais si vous ne voulez pas de problème là, passez votre chemin. Passez votre chemin. Passez votre chemin. Parce que moi, je ne vous calcule pas. J'espère que c'est bien rentré dans vos oreilles. En commençant par votre patron. J'espère que c'est bien rentré dans vos oreilles. Si vous me cherchez là, toutes les magouilles que vous faites dans les mairies là, les 3 mairies qui sont sur la côte là, Golfe 4, Golfe 1, je ne sais pas Golfe quoi là, les 3 mairies là, je vais sortir ça. Dossier par dossier. Et si le pouvoir luttait contre l'impunité, ils vont venir vous menotter là-bas. Vous voulez qu'on sorte les informations? N'importe quoi. Vous êtes des gens de conviction. Quelle conviction? Allez les gars, je crois qu'on a fait l'essentiel aujourd'hui. Excusez-moi parce que vers la fin, je me suis un peu emporté parce que je n'accepte pas que quand des hommes politiques font des bêtises, ils cherchent des boucs émissaires en doigtant des journalistes. En doigtant des journalistes. Je ne suis pas... ce n'est pas moi qui leur ai demandé de faire des choix politiques hasardeux, de boycotter des élections, d'aller dans des dialogues bidons, de faire ci, de faire... C'est pas moi qui leur ai dit ça. Ils ont fait des choix, il faut qu'ils assument. Il faut qu'ils assument. Il faut qu'ils assument. Donc voilà. Donc aujourd'hui, si des gens quittent leur barque, ce n'est pas nous qui sommes responsables. C'est le fruit de leur propre contradiction. C'est le temps qui est en train de faire son travail. Donc si vous hasardez pour parler de moi,
tel que vous avez l'habitude de le faire là, vous allez retrouver tous vos documents sur la place publique. Tous vos documents sur la place publique. Les sociétés écrans que vous avez créées, les magouilles que vous faites, les surfacturations que vous faites dans l'achat des maisons, des immeubles. Vous allez sortir tout ça. C'est à vous de choisir. Dans la vie, là, chacun choisit son combat. Si vous pensez que en ouvrant un front avec Ferdinand, là, ça va vous arranger, ouvrez seulement le front. On va y aller. Ouvrez seulement le front. Et vous allez voir. Donc, voilà ce que je voulais, chers amis, partager avec vous, en espérant que j'ai fait l'essentiel. C'était les sujets de la semaine que j'ai abordés. Et la semaine prochaine, je vais revenir sur la question des phosphates. On parle des milliards de phosphates, des milliards qu'on détourne dans les phosphates. Vous ne réagissez pas. On parle des milliards qui sont détournés au port. Vous ne réagissez pas. On parle de tout le système qu'on a mis à Ouassem là-bas pour voler l'argent. Vous ne réagissez pas. Que Ferdinand dit que c'est quelqu'un qui se prend pour ce qui n'est pas. Au moins, moi, je dévoile les scandales de la République. Et vous faites quoi? À part les slogans, vous faites quoi? Tous les milliards qu'on est en train de détourner, tous les milliards qu'on est en train de détourner, là-bas, dans les phosphates, il y a de l'argent là-bas qui a servi à acheter le Pegasus. Vous n'avez jamais réagi? Vous avez dit quoi? Le train qui passe à Lomé, qui pollue Lomé, qui était un train de Ouassem, vous avez réagi? On ne vous voit jamais sur des sujets comme ça. On ne vous voit jamais sur des sujets comme ça. Là où il y a des querelles, des futilités, c'est les débats comme ça que vous aimez créer. Donc, vous n'allez pas jouer ça. Vous avez joué ça longtemps. On s'est tué. Parce qu'on ne voulait pas rentrer dans un truc avec vous. Vous avez joué ça longtemps, jeter les gens en pâture. Mais si vous recommencez là, on va vous faire ça propre. Vous me connaissez. Jean-Pierre, là, il me connaît. On a milité longtemps à l'UFC. Il y a 25, 20 ans, 22 ans, 25 ans déjà. Il me connaît très bien. Il sait de quoi je suis capable. Je ne suis pas quelqu'un qu'on intimide. Si le régime n'arrive pas à m'intimider, ce n'est pas vous qui allez m'intimider. Avec vos militants fanatisés là qui ne comprennent rien, qui vous suivent comme des moutons. Prenez le temps pour former vos militants. Formez-les. C'est tout. Allez, les gars, merci à tous. Et je vous souhaite un très bon début de semaine. Que la Providence veille sur chacun de nous. Et moi, je dis une chose, moi, je suis là pour le peuple togolais. Je ne suis pas là pour un individu. Et les actes que je pose tous les jours, les Togolais savent que je suis là pour le peuple togolais. Il y a des gens qui sont au fin fond de Tapon, qui m'envoient des choses, je relais. Il y a les gens à Djarpanga qui m'envoient, je relais. Il y a les gens partout qui m'envoient des choses, je relais. Je suis là pour le peuple. Et quand les lignes bougent, les gens viennent me remercier et dire, ah, monsieur Ferdinand, vous avez dit ça, ça a amélioré, vous avez dit ça, ça a amélioré. C'est le travail que je fais. Je suis là pour éveiller les consciences. Si vous êtes là pour endoctriner les gens, moi, je ne suis pas dans ce débat. Donc, c'est ce travail que je fais. Et je vais continuer par le faire. Et je prends le risque de le faire pendant que vous êtes dans les bureaux climatisés, vous allez négocier les choses dans les ministères, tout ça. Vous venez raconter des histoires avec des gens. Donc, voilà ce que je fais. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas le plus propre. Je ne suis pas le meilleur. Mais je fais ce que je peux faire. Comme Bariga l'a dit, je fais ma part. En toute honnêteté. En toute honnêteté. Je fais ma part. Quand j'ai fait le pétrole gate, c'est pour tous les Togolais. Mais vous, vous êtes réjouis que moi, journaliste qui ai dénoncé un scandale, on me condamne parce que vous avez des liens avec les Adjaki. Voilà. Donc, prenez votre chemin. Allez, bon dimanche et bonne semaine à tout le monde. Et à la prochaine. Merci à vous tous.